Salut, bienvenue sur Soi-disant, un podcast où on se pose avec des parlementaires pour parler de politique, de leur rôle et du futur. En bref, on réfléchit et on essaye d'approcher autrement la politique. Aujourd'hui, je reçois Véronique Rioton, députée La République En Marche de la première circonscription de Haute-Savoie. Avec elle, on évoque principalement le projet de loi AGEC, donc le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Ce projet il a été assez important dans ce mandat, alors on essaie de comprendre ses causes et ses conséquences. Véronique Rioton était rapporteure de cette loi. Alors on essaie par la même occasion de savoir qu'est-ce que c'est un rapporteur. Mais Véronique Rioton, ce n'est pas que ça, elle a aussi été vice-présidente du groupe La République En Marche en charge de la valorisation des talents. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous rassure, moi non plus je ne savais pas, alors on va essayer de comprendre. Enfin, Véronique Rioton, elle a été élue en 2017, sans aucune expérience politique. Alors on se demande comment on prend ses marques en tant que député en arrivant à l'Assemblée nationale. Si vous avez des objectifs pour 2022, écoutez bien, ça pourrait vous servir. En fait, on parle de plein de choses et c'est très intéressant. Alors je vous laisse donc nous rejoindre dans cette discussion qui, je suis sûr, vous passionnera. Ah oui, et il y a eu un petit problème de son au début, mais je vous rassure, ça dure que 20 secondes. Bonjour madame la députée, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour vous présenter rapidement, et vous m'arrêtez si je me trompe, vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée. Vous avez été présidente de cette commission et vous avez, avant de ça, été élue vice-présidente. Vous avez été aussi élue vice-présidente du groupe La République En Marche, sous la présidence de Gilles Legendre. Et dans cet épisode, on va essayer de parler de vous un petit peu, de votre carrière, parce que vous avez de nombreuses expériences, un parcours assez atypique. Mais avant ça, j'aimerais qu'on évoque une loi dont vous avez été co-rapporteur. C'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc la loi AGEC. Déposée en 2019, promulguée en 2020, cette loi elle a pour but de limiter le gaspillage, pour des raisons environnementales bien sûr, et en promouvant l'économie circulaire. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'économie circulaire ? Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Alors l'économie circulaire, c'est une façon de changer notre prisme dans la consommation des ressources. Donc l'économie circulaire, c'est arrêter de produire, consommer et jeter, mais de rentrer dans une boucle vertueuse où on prend mieux soin de l'éco-conception des produits, de notre consommation, jusqu'à la partie recyclage, et que du coup, ce qui était par le passé vu comme un déchet redevienne une ressource. Donc c'est de considérer que le déchet, c'est aussi une ressource valorisée. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'elle a apporté, cette loi pour l'économie circulaire ? Concrètement, changer de modèle, ça impacte tout le monde. 3 cibles. Nous, les consommateurs, les metteurs en marché, les industriels et les collectivités. Dans cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, on a mis de l'ambition et de la vision, parce que je considère que le législateur, il a pour vocation d'avoir une mission politique, de donner une ambition pour permettre à tous les acteurs de se mobiliser dans des changements structuraux et ensuite de donner les moyens de la sanction. Concrètement, on a mis en place pour l'information du consommateur un indice de réparabilité, de l'affichage environnemental. On rend le consommateur plus conscient au moment de l'achat. On rend aussi le consommateur plus responsable de son allongement de la vie des produits, donc un ensemble de données sur cet allongement de vie des produits. On a introduit également la fin de la destruction des produits neufs, invendus, et peut-être plus difficile à percevoir, mais on appelle ça les filières REP, la responsabilité élargie du producteur, sur de nouveaux secteurs. Je pense au sport loisir, je pense au bricolage, pour donner les moyens au secteur de mieux penser le cycle de vie du produit total. Et est-ce que ces mesures étaient suffisantes ou est-ce qu'il faut encore aller plus loin ? Cette loi, elle est reconnue par tous les acteurs et toutes les parties prenantes pour être très structurante, c'est-à-dire qu'elle va changer structurellement la façon de faire. Elle est saluée par ailleurs par les acteurs dans sa méthode. Elle a eu un précédent qui était la feuille de route de l'économie circulaire, où on a tous les acteurs autour de la table. De cette feuille de route, il y a eu la transcription législative par le projet de loi du gouvernement. Nous y avons apporté nos pattes, Assemblée et Sénat.
Et puis ensuite, il y a en tant que parlementaire le contrôle de l'action du gouvernement. Et finalement, aujourd'hui, je prends la présidence du Conseil national de l'économie circulaire proposée par la ministre. Et au sein de cette instance consultative, on va faire le suivi et l'évaluation concrète en quoi est-ce que ça change la vie des gens. Et donc on a des commissions dans ce conseil qui donneront des avis. Et donc je crois que pour répondre concrètement à votre question, il faut déjà que ce qu'on a décidé dans la loi soit retranscrit du point de vue décret, que les acteurs s'en saisissent, que nous ayons des changements. L'indice de réparabilité, par exemple, il est dans tous les magasins depuis le 1er janvier 2021 et on a accès à ça. Donc je pense qu'il faut d'abord mettre en œuvre ce qu'on a décidé, continuer d'évaluer et nous aurons les moyens de faire le bilan pour la suite un peu plus tard. D'accord. Et vous, pendant l'étude de cette loi, en tant que rapporteur, c'était quoi votre rôle exactement ? En tant que rapporteur, concrètement, entre le passage au Sénat et le passage à l'Assemblée, en 2019, c'est donc entre le mois de septembre et le mois de novembre, j'ai fait 170 auditions de toutes les parties prenantes. Alors vous qui vous intéressez pour sortir des clichés et quels sont les clichés qu'il faudrait tuer, je voudrais peut-être faire un aparté pour dire que le travail de député, il est dans l'hémicycle, mais il est aussi bien souvent au travail, soit à l'extérieur, à la rencontre de personnes, soit sur le travail de fond. Et typiquement, ce travail d'audition pour préparer les lois est un travail qui est complètement invisible et qui nécessite beaucoup de temps pour avoir des arbitrages éclairés. Donc, en tant que rapporteur, l'objectif est d'être suffisamment en expertise de toutes ces données-là pour prendre les décisions très concrètes au regard des pistes d'atterrissage qu'il faut pour chaque article. En tant que rapporteur et en commission et dans l'hémicycle, nous donnons un avis du rapporteur, donc technique, sur les amendements que peuvent faire l'ensemble des députés. Et donc, à chaque député qui propose un amendement, il y a l'avis du rapporteur et l'avis du gouvernement avant que l'amendement soit soumis au vote. Et personnellement, j'ai plutôt eu comme ligne de conduite d'avoir à la fois une démarche ambitieuse sur les changements à donner et en même temps que ces changements soient réalistes, réalisables, permettant une mise en œuvre qui soit effective et que ça change la vie des gens concrètement. D'accord, parfait. Et quand on regarde justement les amendements qui ont été adoptés, donc il y en a eu 301 qui ont été adoptés, et il y en avait 54 qui provenaient des députés de l'opposition. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup ? Parce qu'au final, moi personnellement, je trouve ça peu, entre guillemets, parce que les députés de l'opposition sont quand même très nombreux et on n'a que 54 au final d'amendements. Est-ce que le député de la majorité, son but c'est de bloquer les propositions de l'opposition ? Alors, je dirais surtout que le député de la majorité, il a la chance d'être en direct et travailler avec le gouvernement et que nous sommes sur la même ligne politique pour faire advenir un texte de loi qui soit partagé. Un clin d'œil particulier au Parlement des enfants, puisqu'ils avaient fait une proposition d'article sur les métaux rares que nous avons adoptée. Donc, on ne parle pas d'opposition, mais en tout cas d'initiatives démocratiques qui peuvent s'inscrire dans la loi, et ça a été le cas dans cette loi-là. D'accord. On va passer à un autre sujet. Vous avez été vice-présidente du groupe La République En Marche, et vous étiez chargée de la valorisation des talents et de l'organisation générale. Alors, comment on met en valeur des talents à l'Assemblée ? Alors, dans ce rôle, l'objectif, ça a été de donner à la fois place à l'ensemble des députés et donc par une connaissance des députés, des compétences pour pouvoir faire matcher, j'ai envie de dire, les appétences, les envies et les compétences au regard des responsabilités qui sont à mener. D'accord. Et c'était quoi les défis qui étaient liés à cette vice-présidence ? Et c'est ça, j'ai envie de dire, la bonne personne à la bonne place et d'avoir à la fois des mises en responsabilité sur l'ensemble des personnes qui le souhaitent et d'avoir un bon équilibrage entre ces responsabilités et les demandes des députés. D'accord.
Et aujourd'hui, au sein de votre groupe, vous n'êtes plus vice-présidente, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous avez un rôle particulier? Comment vous travaillez avec ce groupe? Alors aujourd'hui, je suis députée de la commission du développement durable aménagement du territoire. J'ai tenu à une époque une vice-présidence et une présidence par intérim. Je trouve que lorsqu'on est en poste à responsabilité, ça permet de faire passer ses idées, donc c'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai pris des responsabilités qui sont plutôt en dehors. Je parlais de la présidence du Conseil national de l'économie circulaire, qui est plutôt une continuité de mon implication et de mon expertise. Et donc aujourd'hui, je suis députée au sein du groupe et ce sont d'autres qui sont à la manœuvre. On avait pour objectif dans notre groupe parlementaire à mi-mandat de faire tourner les responsabilités. Donc il y en a en partie qui ont été renouvelées et c'est tant mieux. D'accord, très bien. Et vous êtes une nouvelle députée, entre guillemets, vous avez été élue en 2017. Comment ça se passe quand on débute en politique en étant député? Parce que vous n'avez pas vraiment de carrière politique avant cela. Comment ça se passe? Comment on s'habitue à l'Assemblée? Comment on prend ses marques? Avant d'être élue, j'étais dans le management des ressources humaines et donc mes compétences sont liées à la qualité du management de la relation, des qualités de coach. Donc je suis plutôt sur des qualités d'écoute, des qualités d'écoute, de proximité, de qualité à l'attention. Et j'ai envie de dire que ça m'a beaucoup aidée dans ma mission de députée. Parce que quand on est député, je rappelle souvent, les 3 missions qui sont les nôtres, c'est représenter les citoyens qui nous ont élus sur un département, mais au niveau national, c'est légiférer, contribuer, participer à l'élaboration de la loi, et c'est contrôler l'action du gouvernement. Donc j'ai envie de dire, plutôt capé au sens de la capacité à représenter les citoyens et puis avec beaucoup d'ouverture, d'envie, d'être à l'écoute et donc beaucoup de rencontres. En tout cas, c'est comme ça que je considère être efficace dans ma mission de députée et donc d'organiser sur le territoire cette dimension-là pour pouvoir ensuite alimenter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Okay. Et est-ce qu'on s'habitue vite à être député? Est-ce que c'est compliqué? Il y a un temps de mise en Alors je vais parler de mon expérience. Moi j'ai envie de dire que les 6 premiers mois sont une mise en perspective. Peut-être pour illustrer, je suis quelqu'un qui a l'habitude de recruter. Quand j'ai démarré, en tant que député, on contribue à toutes ces missions. On est aussi député employeur avec une équipe de collaborateurs. Et bien percevoir le rôle, la mission, la vocation, déterminer les choses importantes sur lesquelles on va focaliser notre action est déjà déterminante. Et 6 mois de bonne compréhension, y compris pour recruter son équipe. Et puis ensuite toute la mécanique de l'Assemblée, je dirais qu'il faut aller 2 ans pour en maîtriser les contours en termes de fonctionnement. Ok, très bien. J'ai vu que vous avez aussi pratiqué le patinage artistique à haut niveau. Et est-ce que ça vous a aidé en quelque sorte, cette pratique du sport à haut niveau, à affronter les défis, le monde politique? Est-ce que ça vous a aidé à apporter quelque chose? Alors le sport, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça donne une certaine rigueur, de l'engagement, de la capacité à avoir pas mal d'activités. Donc j'ai envie de dire que toutes ces qualités-là me sont intrinsèques et oui, ça permet de mieux s'adapter, mais j'ai envie de dire plus que mon passé de patineuse artistique, c'est mon métier que j'ai exercé pendant plus de 20 ans qui m'a permis plutôt d'être en bonne capacité d'adaptation ici à l'Assemblée. Ok. Et pourquoi cette passion pour le sport? Parce que c'était une passion, j'imagine. Vous avez pour le sport, pourquoi ne pas l'avoir continué à l'Assemblée nationale? Par exemple, la commission des affaires culturelles qui traite plus de sport, ou le groupe d'études sur le sport même. Pourquoi ne pas avoir continué? Il y avait 2 postulats. Le premier, je pouvais m'appuyer sur mon expérience associative
du sport ou mon expérience professionnelle plutôt aux affaires sociales. J'ai appuyé mon choix sur mon territoire. Mon territoire est un territoire qui est en croissance démographique importante, qui est contraint par son lac, ses montagnes, contraint par les ressources, qui a une culture de croissance. Je le redis, on accueille 10 à 12 000 habitants par an en solde positif. Et donc, la question des ressources, du développement durable, voilà, je porte une vision politique du développement durable comme une croissance qui allie la dimension économique et écologique. Et donc, pour moi, c'était très important de m'impliquer dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, plus que d'appuyer sur mes compétences passées. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur la mobilité, sur l'énergie et ce que je vous ai exprimé sur les sujets de l'économie circulaire. Ok, parfait. Votre prédécesseur, il était président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est votre objectif à terme ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que pas du tout ? Alors non, je n'y pense pas. Voilà. En revanche, prendre des responsabilités, prendre des postes à responsabilité, oui, ça m'intéresse. Je viens du monde de l'entreprise. Les 20 dernières années ont vu les postes à responsabilité dans l'entreprise se féminiser. Donc je porte en moi le besoin qu'en politique, les postes à responsabilité soient portés par des femmes parce que je pense que ça change la couleur des choses, ça change la façon d'appréhender les sujets. Et donc à ce titre-là et à titre personnel, parce que j'aime pouvoir influer sur les décisions, oui, les postes à responsabilité m'intéressent. D'accord. Alors, dernière question, ce podcast il s'appelle Soi-disant. Alors, c'est quoi le cliché politique auquel vous voudriez mettre fin ? Très clairement, c'est « mais où sont les députés ? Ils ne sont pas nombreux dans l'hémicycle » et je crois que c'est le plus délétère. Je suis fière d'appartenir à cette institution, fière de m'être mis au service de cette assemblée et vraiment faire connaître le travail de la mission du député qui est là pour faire changer les choses du point de vue de la loi, nécessite beaucoup de travail. Et interrogez-vous plutôt, si vous avez un député qui est très présent dans l'hémicycle, comment fait-il pour travailler réellement ? Donc, ils sont au travail dans les commissions, dans des auditions, sur le terrain, à l'écoute des citoyens. Et c'est ça aussi notre mission. D'accord, parfait. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, vous pouvez le partager sur vos réseaux, en story Instagram, à vos amis, à votre famille, à votre député, bref, à tous ceux qui pourraient être intéressés. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, voire mettre 5 étoiles à ce podcast si vous êtes sur une plateforme qui permet de noter, bien sûr. Ça m'aide énormément. Si vous avez des remarques, des idées, des commentaires, ou si vous voulez être au courant des prochains épisodes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, soi-disant-podcast. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à bientôt.